On peut enfin en parler, Capture One 20 a été annoncé et aujourd'hui on va voir ensemble les nouveautés qui sont introduites dans cette nouvelle version. Alors avant de passer aux nouveautés à proprement parler, je tenais déjà à m'arrêter sur le nom en fait, Capture One 20. Pourquoi le 20? En fait, ce qui s'est passé, c'est que Capture One a décidé de ne pas faire une version 13 du fait du nombre 13, qui dans certaines cultures est un nombre simplement qui porte malheur, ou un nombre qu'on évite d'utiliser. Je pense que ceux qui sont déjà allés aux États-Unis ont remarqué que dans la majorité des ascenseurs, il n'y a pas d'étage 13. Le 13 n'existe pas. Voilà. Donc ils ont décidé de sauter la version 13, et ils ont passé directement à la version 20, simplement pour s'aligner sur l'année. Étant donné qu'ils sortent une nouvelle version chaque année, c'était plus malin pour eux de faire une version 20 plutôt que de passer à une version 14 qui aurait absolument aucun sens. Avec ceci dit, on va passer à ce qui est vraiment intéressant et qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté dans Capture One. La première chose que vous allez remarquer, c'est déjà à l'ouverture, il y a quelques différences en termes d'interface. Elles sont pas énormes, mais elles permettent quand même de simplifier un petit peu la vie, surtout pour les gens qui transitionnent depuis un autre logiciel. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un petit peu la globalité des mises à jour qui ont été apportées à Capture One 20, qui sont pas forcément énormes, mais qui apportent un meilleur flux de travail et qui facilitent vraiment la vie aux gens qui viennent depuis, par exemple, Lightroom ou un autre logiciel du genre. Le premier changement ici au niveau de l'interface, si vous passez dans le panneau des couleurs ou d'exposition avec l'interface par défaut, vous allez remarquer que le panneau de calque a un petit peu changé. Et d'ailleurs c'est très bien parce que finalement il ressemble un petit peu plus à ce qu'on pourrait avoir l'habitude de voir dans d'autres logiciels, que ce soit Photoshop ou autre chose. On a la possibilité d'ajouter ici un nouveau calque, c'est les mêmes options qui se retrouvent, et ensuite on a les options qui auparavant étaient accessibles uniquement ici via le menu du pinceau ou alors avec les raccourcis clavier. Donc on a la possibilité d'afficher un masque, ici je fais un nouveau calque rempli. On peut ajuster les réglages du pinceau, donc si je clique sur mon pinceau, le bouton devient actif et je peux ajuster ici mes réglages, qui est toujours possible d'accéder par le clic droit. On a la gomme, on a le dégradé linéaire et on a le dégradé radial qui sont tous accessibles ici vraiment très rapidement pour les gens qui n'aiment pas utiliser les raccourcis clavier. C'est vraiment tout au même endroit, super simple à accéder. Une autre chose qui a été introduite au niveau de l'interface, et ça mérite qu'on en parle un peu parce que c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et je pense qu'il était très attendu, sont les outils déroulants. On peut maintenant en fait avoir une partie de l'interface avec des menus qu'on peut scroller et une partie qui est fixe. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble parce que c'est vrai que dit comme ça paraît un peu bizarre. En fait, on a les outils comme auparavant, donc ils s'affichent comme vous l'avez vu, toujours sur la gauche ici, mais on peut les passer à droite si on le souhaite. Et on a ensuite, en fait, peut-être que vous le voyez ici, la petite barre de scroll qui me permet de descendre dans les outils. Alors vous vous rappelez certainement dans les anciennes versions de Capture One, auparavant on voulait ouvrir un outil, ça risquait d'en fermer d'autres parce que du coup il n'y avait pas la place pour tous les afficher en même temps. Donc à chaque fois on devait cliquer sur les outils qu'on voulait ouvrir et c'était pas forcément toujours très pratique. Au moins ce qui est chouette c'est qu'on peut ajouter des outils fixes, donc on fait simplement de le prendre et on va le déplacer ici sur la partie haute où on a en fait la partie fixe, ou alors d'aller sur les trois petits points et ensuite déplacer outil vers zone fixe. Et si on veut le mettre à nouveau en bas dans la partie qu'on peut scroller, on va cliquer sur les trois petits points et déplacer outil vers zone déroulante et ça le repasse en dessous. Et ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'outils ouverts et c'est assez pratique parce que finalement on n'a pas toujours envie que tous les outils se referment. Scroller ça marche très bien, ça nous évite des clics et des fois c'est un petit peu plus rapide. Un autre point aussi au niveau de l'interface qui a changé, c'est le fond. Alors le fond n'a pas changé à proprement parler, mais il a changé en termes d'ergonomie. On peut maintenant venir sur le fond, donc ce qui se trouve derrière la photo dans la visionneuse, faire un clic droit et on peut choisir la couleur. Ça fait un moment que je pense beaucoup attendaient ça, en tout cas moi je l'attendais depuis un moment et je trouve que c'est vraiment très bien de l'avoir parce qu'avant on était obligé de faire un raccourci clavier pour accéder au menu et ensuite changer la couleur ici. Ça marchait, mais c'était pas non plus le truc le plus pratique du monde. Maintenant, un simple clic droit, hop, on veut définir en noir, on peut le faire, on veut le mettre en blanc, on peut faire ça aussi. C'est très rapide, c'est très efficace et c'est une petite mise à jour, mais c'est une mise à jour qui est très intéressante, je trouve. Encore deux choses au niveau de l'interface qui ont changé. La première chose, je peux pas vraiment vous la montrer, c'est en fait les miniatures dans le navigateur qui sont maintenant, qui ont une résolution de 50% plus élevée que ce qu'on avait auparavant. Donc ça devrait éviter certains soucis de flou que certains ont pu rencontrer dans le navigateur. Et la deuxième chose, elle est liée au presse-papier quand on copie-colle les réglages. On va faire un ou deux petits ajustements sur cette photo juste pour pouvoir vous montrer ce que ça donne. On va augmenter par exemple le contraste et l'exposition un petit peu, la luminosité par la même occasion.
On va par exemple ici avoir une balance des bancs un petit peu plus froide et on va venir ensuite sur le presse-papier. Les réglages ici, c'est vraiment juste pour vous montrer un exemple de ce que ça donne dans le presse-papier. Auparavant, toutes les catégories ou tous les groupes du presse-papier étaient ouverts. Donc quand vous faisiez un copier-coller, vous aviez une liste à rallonge qui n'était pas toujours très pratique à passer au travers. Maintenant, c'est un peu différent, c'est fermé par défaut. Et ensuite, quand on fait un copier, donc commande majuscule ou contrôle majuscule C, on a uniquement les catégories dans lesquelles on a fait des changements qui s'ouvrent. Donc comme ça, on peut vraiment voir ce qui est coché dans les catégories qu'on a utilisées et les autres restent fermés de manière à avoir une interface qui est un petit peu plus digeste et plus facile à naviguer. Passons maintenant aux outils. Le premier qui a changé, c'est l'éditeur de couleurs. L'éditeur de couleurs, c'est un des outils, je pense, qui fait passer énormément de monde sur Capture One, et il a changé. Alors, il n'a pas changé pour du moins bien, il a changé à mes yeux pour du mieux, et en tout cas, je pense que les gens qui viennent du monde de Lightroom vont grandement l'apprécier, parce que ça va leur faciliter un petit peu la tâche au moment de la transition. On perd pas les possibilités qu'on avait dans l'éditeur de couleurs auparavant, mais par contre, on a des petites possibilités légèrement différentes. Si on vient ici dans notre éditeur de couleurs, on va descendre dans l'éditeur qui se trouve là, je vais le sortir, on va l'afficher en grand, on va faire commenter pour masquer les outils, et voilà. Vous voyez que l'onglet avancé n'a pas changé, l'onglet enchère non plus n'a pas changé, par contre c'est l'onglet basique qui a été revu. La petite roue qu'il y avait auparavant, elle a disparu, mais pas complètement, on peut la retrouver. En fait, ils ont décidé d'avoir plus de canaux que ce qu'on avait avant. Avant, on en avait 6, maintenant on en a 8. Donc on a 2 canaux de plus, ce qui nous permet d'être un petit peu plus précis. Ici, donc, si vous souhaitez travailler avec l'onglet basique, vous avez toujours les mêmes outils, donc teinte, saturation et luminosité. Par contre, la douceur, elle a disparu parce qu'elle est, encore une fois, avec la roue, et je vais vous montrer après comment on peut l'afficher. Donc au niveau du fonctionnement, c'est la même chose. Si par exemple le rouge ici, on souhaite le tirer plus vers du jaune, on peut le faire comme c'était le cas avant. Si on veut avoir un bleu qui est un petit peu plus cyan, pareil, on peut changer la teinte, on peut changer la saturation, la luminosité, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On peut aussi toujours utiliser l'échantillonneur de couleurs ici, pour venir faire une sélection. Par exemple, si je clique ici sur le rouge, vous voyez que ça me prend le rouge. Mais si je laisse cliquer plus longtemps, par contre, et c'est là où il y a une nouveauté, si je clique dessus, j'ai maintenant une petite flèche qui s'affiche. Si je vais vers le haut, ça va augmenter ma saturation. Si je vais à droite ou à gauche, ça va changer la teinte. Donc haut et bas pour la saturation, gauche et droite pour la teinte. Et si j'appuie sur Alt en même temps que je fais le déplacement à gauche et à droite, c'est la luminosité qui change. Et si vous souhaitez changer ça, vous cliquez ici, et vous pouvez définir exactement les réglages de ce petit outil. C'est vraiment génial qu'ils aient introduit ça, et d'ailleurs j'ai un petit regret à ce niveau, au niveau de l'intégration, c'est que ce curseur, en fait, on peut l'utiliser que dans l'onglet basique. On peut pas employer le curseur pour déplacer directement sur la partie avancée ou ton cher. Donc ça veut dire que dans les tons chers, on va devoir continuer à faire notre sélection et ajuster avec les curseurs. Quand on laisse cliquer dessus, ça fait pas le petit curseur qui nous permet d'ajuster la teinte, la luminosité et la saturation. Ça serait vraiment très bien. Peut-être ça viendra dans la version 20.1, on verra. Pour ceux qui souhaiteraient retrouver la roue des couleurs, parce qu'elle avait quand même son utilité, on va pas se le cacher, on peut cliquer ici sur les 3 petits points et vous voyez qu'on se retrouve avec une roue des couleurs pour laquelle on peut toujours ajuster les canaux et pour laquelle on peut aussi toujours ajuster la douceur. On a aussi affiché plage couleur sélectionnée. Du moment où on a fait les réglages ici que l'on souhaite faire, on va cliquer sur appliquer et on peut continuer à éditer avec les curseurs que l'on a ici. Cette mise à jour de l'éditeur des couleurs, je pense qu'elle plaira peut-être pas à tout le monde, mais à mon avis, c'est juste une question d'habitude. Les gens qui ont l'habitude de travailler avec l'ancien éditeur de couleurs et qui employaient beaucoup l'onglet basique seront peut-être un petit peu déroutés, mais sincèrement, je trouve que quand on s'y habitue, c'est vraiment bien. En plus, un autre avantage, c'est qu'auparavant, cet éditeur de couleurs, on ne pouvait l'employer sur des calques que en mode avancé et ton cher. Eh bien, c'est plus le cas. On peut maintenant employer l'éditeur de couleurs basique aussi sur des calques. Si je viens ici dans Capture One, que je fais un nouveau calque, on va faire un nouveau calque rempli. On va enlever le masque, enlever le menu. Vous voyez que je peux venir ici, donc on est bien sur calque 1. Je peux venir ici choisir une couleur que je veux ajuster, par exemple le bleu, et ensuite je peux ajuster sans problème sur mon calque, de la même manière que je le ferais sur le calque de fond finalement. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant, surtout si vous travaillez avec par exemple des styles, des presets, parce que du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir des presets où il y a tout qui est absolument défini sur la partie avancée, l'éditeur de couleurs. Vous pouvez travailler des choses plus basiques avec cet onglet, et je trouve ça assez intéressant. Un
Un autre outil de base qui a un petit peu changé, et c'était un peu le moment qui change, c'est l'outil de recadrage. L'outil de recadrage, il a été largement amélioré. Ça va pas changer votre vie, mais je pense que ça va la faciliter un petit peu et ça évitera certains soucis qu'on pouvait rencontrer auparavant avec cet outil. Si on prend ici donc l'outil de recadrage, toujours C ou toujours accessible avec la petite fonction ici au sommet, on peut maintenant donc, comme auparavant, cliquer dans le coin et recadrer notre image. Là, je suis en mode non imposé, donc j'ai pas de ratio fixe. Avant, si on voulait fixer un ratio, on était obligé de venir ici et de choisir le ratio. Donc là, par exemple, si je veux garder mon format 2:3, je serais, avec Capture One 12, obligé de venir sélectionner 2:3. Avec Capture One 20, c'est plus le cas. Je peux maintenant appuyer sur majuscule, cliquer sur la petite poignée et ensuite ramener le curseur à la poignée à l'intérieur et ça me permet de garder mon ratio. Une autre chose qui est aussi possible, c'est d'appuyer sur Alt de manière à recadrer à partir du centre, de ne pas avoir juste le recadrage qui bouge d'un côté et ensuite avoir à le déplacer. Et en plus de ça, on peut aussi combiner les deux touches de manière à garder le ratio et en plus recadrer à partir du centre. Et aussi, une autre chose qui est intéressante, c'est la possibilité toujours de retourner notre image quand on est en mode recadrage. Donc, on n'a pas forcément besoin de passer sur l'autre outil ici qui nous permet ensuite de redresser ou de pivoter la photo. On peut le faire directement depuis l'outil de recadrage. Et une autre chose aussi qui est un petit peu différente, auparavant, par exemple, j'appuyais sur V, moi, pour valider mon recadrage. Ça me permettait en fait de passer sur l'outil curseur, donc la petite flèche par défaut. Et maintenant, si vous appuyez sur la touche Entrée, ça va simplement passer sur l'outil de déplacement, donc la petite main ici, et ça va valider aussi votre recadrage. Donc si vous n'avez pas envie d'employer le V, mais plutôt la touche Entrée, parce que vous avez l'habitude de le faire dans d'autres logiciels, ça va aussi maintenant marcher dans Capture One, ce qui de nouveau facilitera un petit peu la transition des gens qui viennent par exemple de Lightroom. Une autre chose aussi qui a changé et qui est très intéressante, qui se rapproche un peu plus de ce qu'on peut voir dans Camera Raw, dans Lightroom ou d'autres logiciels, c'est l'outil HDR. Jusqu'à maintenant, les hautes lumières et les ombres, on pouvait uniquement récupérer du détail. Ça a changé avec Capture One 20, on peut maintenant aussi accentuer ces zones. Donc ça veut dire rendre les hautes lumières plus claires, rendre les ombres plus sombres. Et on peut aussi ajuster le point noir et le point blanc. L'outil, du coup, se présente de cette manière, comme c'était le cas auparavant. On a donc au début les hautes lumières et les ombres, comme on avait l'habitude de les avoir. Les hautes lumières, ici, on peut en fait le tirer à gauche ou le tirer à droite pour récupérer du détail. Auparavant, il fallait le pousser à droite. Maintenant, si on le pousse à droite, ça va accentuer les hautes lumières. Pareil pour les ombres, si on les tire à gauche, ça va les assombrir, alors que si on va à droite, c'est là où on va récupérer du détail dans les ombres, comme c'était le cas avec l'ancien outil. Le point blanc et le point noir, eux, agissent un petit peu plus aux extrémités du coup de notre histogramme et nous permettent de faire des ajustements différents de ce qui nous était possible avant. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur cet outil-là, à vrai dire, c'est très simple à utiliser, je trouve, mais c'est intéressant quand même qu'ils aient introduit ces deux curseurs en plus et je trouve que c'était un peu quelque chose qui me manquait. Tout le monde n'a pas forcément envie d'employer une courbe ou des niveaux, en plus le rendu n'est pas tout à fait le même, je trouve, donc c'est vraiment quelque chose, je pense, qui va bénéficier à Capture One et au rendu qu'on peut avoir sur nos images. En plus des outils que je vous ai montrés jusqu'à maintenant, il y a aussi la réduction du bruit qui a été améliorée. Alors elle, je vais avoir un peu plus de peine à vous montrer, d'une part à cause de la compression qu'il y aura certainement avec YouTube. Là du coup j'ai plus Capture One 12 sur mon ordinateur, j'ai même pas pensé de le garder pour faire la comparaison. Mais si je vous montre une photo ici qui a été shootée à 12800 ISO, vous allez voir qu'il y a quand même, en termes de bruit, pas beaucoup. Alors ça aussi lié à l'appareil, mais là je suis avec un D750 à ISO 12800, en zoomant à 100%, et sincèrement, par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir avec un D750 à ISO 12800, je trouve que la qualité est vraiment très bonne. Non seulement on a un petit peu moins de bruit que ce qu'on avait avant, donc on a une réduction du bruit qui est vraiment intéressante, mais en plus de ça, je trouve qu'en termes de rétention, de détails et de couleurs, c'était largement supérieur à ce qu'on avait avant. En termes de couleurs, je trouve qu'il y a beaucoup moins de problèmes sur les photos qui ont été shootées avec une sensibilité ISO élevée, et au niveau du détail aussi, je trouve qu'on a moins facilement l'impression d'avoir quelque chose qui est très lisse, et où on n'a plus du tout de détails et de contours autour de nos objets, de notre sujet. Ça, c'est quelque chose, je pense que vous aurez l'occasion de le découvrir au fur et à mesure que vous allez travailler avec la version 20, mais c'est vrai que si vous faites du mariage ou du reportage, c'est vraiment un gros avantage par rapport aux versions précédentes.
Chose qui m'a énormément réjoui quand ils l'ont annoncé, c'est enfin l'amélioration des calques dans le sens où maintenant on peut copier-coller sur une autre image sans non plus avoir à se soucier du format de l'autre photo. Parce que jusqu'à maintenant, c'était un petit peu la galère quand on jetait avec plusieurs boîtiers ou qu'on faisait par exemple un fichier RAW qu'on développait dans Capture One et qu'ensuite on voulait recopier certains réglages sur notre PSD à la sortie. C'est des fois un petit peu la galère. Là, ça a été largement amélioré avec la vente et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Si je prends par exemple ces deux images, donc à gauche on a la photo qui est brute, qui a été développée dans Capture One, et à droite on a une retouche que j'avais réalisée sur cette photo. Vous voyez qu'il y a quand même une petite différence en termes de rendu, celle de droite, en termes de couleur, c'est pas tout à fait la même. À vrai dire, j'avais décoché le color grading, donc le calque que j'ai ici au sommet, sur ma photo avant de l'exporter, et ensuite j'ai retouché la photo sans traitement de couleur. C'est quelque chose que je fais très souvent, et avec la version 20, c'est encore plus facilité. Auparavant, je devais créer un style, bricoler un petit peu pour arriver à le remettre sur mon PSD, que là maintenant, c'est vraiment très simple. Je vais simplement activer mon color grading, je vais venir sur la flèche ici, pour copier les réglages, je vais décocher absolument tous les calques et ne garder que color grading appliqué, et vous voyez que j'ai ici maintenant mon calque color grading qui est appliqué. Et auparavant ça marchait pas parce qu'en fait on se retrouvait avec un fichier qui avait une définition différente, qui était pas le même, et du coup Capture One n'arrivait pas à gérer ça. Là maintenant on peut le faire, même si la photo a été recadrée, les réglages peuvent quand même être transposés sur l'autre. Ce qui veut aussi dire que si on veut par exemple avoir deux photos, donc là par exemple si on reprend notre photo d'avant qui est au D750 et pas au D810, auparavant c'était pas possible de copier les réglages. Maintenant si je refais comme j'ai fait tout à l'heure, donc on va refaire un copier les réglages depuis ce calque ici, je vais désactiver tout sauf color grading, appliquer. Et on voit que sur ma photo du D750, j'ai aussi le réglage qui s'applique. À noter aussi que j'ai gardé cette photo dans la sélection, et même si le color grading avait déjà été appliqué, Capture One va remettre un nouveau calque dessus, ce qui est logique. Il va simplement rajouter une couche parce qu'on lui demande de recoller une nouvelle couche par-dessus. C'est une grosse amélioration. Les calques, je les employais énormément en mariage, sauf que c'était pas pratique, comme je shootais avec deux boîtiers différents, et ça m'embêtait beaucoup, que là, ça va éliminer énormément de ces problèmes que j'avais avec. La fonctionnalité suivante qui a été introduite, et je suis vraiment content qu'il l'ait fait parce que je trouve que c'est un truc qui nous fait gagner un temps fou par rapport à la sélection de nos photos, c'est en fait la possibilité maintenant de pouvoir passer à une photo suivante du moment où on l'a notée. Alors quand je faisais le tri pour les mariages, souvent j'employais photo mécanique parce que ça allait justement beaucoup plus vite, c'était une des raisons, en plus de l'affichage qui est extrêmement rapide. Mais là maintenant, ce que ça nous permet de faire en fait, c'est d'aller très vite dans le tri parce qu'on va passer à la photo suivante dès qu'on l'a notée ou qu'on lui a attribué une balise. J'ai ici enlevé toutes les balises et toutes les notes, je vais sélectionner 4 photos, je vais les mettre dans la visionneuse, et ensuite je vais m'assurer ici dans sélection que j'ai bien activé sélectionner suivante quand, note à poser. Je ne vais pas employer les balises couleurs, ici uniquement les notes. Donc du moment où j'applique une note, je vais désactiver l'édition de la sélection, comme ça on va garder que la photo en cours. Donc là, si j'appuie par exemple sur 1 sur mon clavier, on voit que ça passe direct à la suivante. Celle-ci, je veux 0. 1 pour celle-ci, 0 pour celle-là, et ensuite ça passe automatiquement au groupe suivant. Maintenant je peux continuer, donc on peut dire 1 pour celle-là, 0, 0, on va mettre 1 pour celle-ci, et ça continue, etc., etc. Donc vous avez vu, c'est beaucoup plus rapide qu'avant, ou avant du coup, le processus, si on désactive ça, on va venir dans sélectionner suivante quand, on désactive. Avant je vais faire 1, ok, j'ai mis 1, maintenant je fais commande flèche vers la droite pour passer à la suivante. J'appuie sur 0, commande suivante, et c'est pas très pratique, on perdait quand même pas mal de temps. Que là, maintenant, on peut simplement avoir 2 touches et faire un tri qui est extrêmement rapide. Donc, pour quelqu'un qui fait du portrait en studio, ça sera peut-être pas très utile. Par contre, pour les gens qui font du mariage, qui font du reportage ou qui font des choses qui nécessitent beaucoup de tri après, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant pour se permettre de gagner du temps. C'est quelque chose que, en fait, finalement, j'employais dans photo mécanique. J'avais même une manette de console que je branchais en USB sur mon ordinateur. Et comme ça, j'appuyais juste sur une touche et ça me permettait d'aller super vite. Le fait de pouvoir le faire ici, c'est génial aussi. Du coup, je peux employer, par exemple, du palette gear ou bien mon panel tangente, ou même éventuellement avoir un logiciel qui me permet de binder des touches que j'aurai sur une manette pour ensuite passer d'une photo à l'autre rapidement. Une autre chose qui a changé, je vais pas pouvoir le montrer, j'ai pas de fichier DNG là sous la main, c'est la gestion des fichiers DNG qui a été améliorée, on a une meilleure gestion des couleurs, on devrait avoir une concordance un petit peu plus juste au niveau des couleurs sur les fichiers DNG, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant, il n'y avait pas une grosse différence, mais quand même il y en avait une, et là visiblement ça a été amélioré dans la version 20.
Enfin, toute dernière chose, la balance des blancs, la petite pipette a un petit peu changé. Alors, elle fonctionne de la même manière, vous allez l'utiliser de la même chose qu'auparavant. Par contre, ce qui a changé, c'est qu'en fait, ça va beaucoup moins prendre en compte le bruit. Auparavant, on avait des fois des soucis. Si on avait une image qui était bruitée, suivant où on cliquait, on avait des petits ajustements qui étaient un petit peu faux, parce que ça allait prendre le bruit en considération et c'était pas forcément génial. Je sais pas comment ils ont amélioré l'outil, mais il marche mieux. Si vous avez des images shootées avec une plage ISO élevée, vous avez maintenant une balance des blancs qui devrait être bien plus correcte que ce que vous aviez auparavant. Concernant les prix, les mises à jour, tout ça, la version complète, donc la version Pro, si vous n'avez pas une version précédente de Capture One, est disponible pour 349 €. Si vous en avez déjà une qui n'est pas une Sony ou une Fuji, ça sera 169 €. Et si vous avez une version Pro, Fuji ou Sony, ça sera 149 €. L'abonnement est 18 € par mois. Et si vous avez une version Fuji ou Sony, elle est seulement 9 €. À noter que comme toujours, Capture One est disponible pour une période de 30 jours gratuitement en version complète. Donc ça veut dire que vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées et de toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées aussi dans des vidéos précédentes. Donc n'hésitez pas à l'essayer si vous n'avez pas encore essayé, même si vous avez une version par exemple la 11 ou la 12, que vous voulez voir si ça vaut la peine de passer à la vente, pensez éventuellement à télécharger la version d'essai pour 30 jours et voir ce que ça donne. C'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à Capture One 20. Je vais refaire certainement d'autres vidéos par rapport à certaines des fonctionnalités, pourquoi j'utilise et comment je les utilise par rapport à Capture One 20, ce que ça change pour moi par rapport à la version 12. Ça arrivera un petit peu plus tard. J'ai d'autres vidéos là prévues, mais ça arrivera certainement dans le courant du mois de décembre ou tout début janvier. En attendant ces vidéos, je vous souhaite de passer une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!